Ok, je vous propose que nous commencions effectivement cette conférence pour respecter le timing. Merci mon cher Pascal de nous rejoindre. Donc effectivement une conférence sur le thème le gaz dans le bâtiment, pourquoi, comment. Donc pour effectuer cette intervention, donc Bernard Olagne, président de l'association Coenov, et je suis accompagné de Pascal Housset, donc président de l'UMGCCP, donc c'est l'Union du génie climatique, de la couverture et de la plomberie à la Fédération française du bâtiment. Donc l'association Coenov, vous avez là un certain nombre d'informations sur elle qui figurent sur les kakémonos. D'abord au niveau de ses membres, membres essentiellement industriels, équipementiers, fabricants de chaudières, de pompes à chaleur, de panneaux solaires, énergéticiens comme GRDF, France Gaz Liquide, etc. Et aussi la CAPEB, la FFB, Elsin-Assav. Et donc une association qui s'est créée en 2014 pour apporter sa contribution à la réflexion sur la transition énergétique dans le bâtiment. Et je vais commencer par présenter un certain nombre d'éléments sur ce sujet. Le gaz dans le bâtiment, donc pourquoi, comment? J'enchaîne rapidement. Sachant qu'on a effectivement une conviction très forte et sur laquelle on va étayer nos propos, qui est que le gaz sera un vecteur indispensable à la réussite de la transition énergétique et notamment l'atteinte de la neutralité carbone dans le bâtiment. Donc pourquoi, comment? D'abord pourquoi? Pour bien situer parle-t-on aujourd'hui, rappeler qu'effectivement le chauffage au gaz, c'est environ 42% des logements, une maison sur 3 et un appartement sur 2 qui sont aujourd'hui chauffés au gaz, qui représentent environ 12 millions de clients chauffés au gaz, ce qui situe un peu l'importance de l'enjeu. Le deuxième point sur cet état des lieux, vous avez rapidement, alors je ne garantis pas la lisibilité des gens qui sont au fond de la salle sur le détail, simplement le profil de ce graphe. Ce graphe, en fait, reflète les appels de puissance maximum hebdomadaires sur une période d'1 an. Là, en l'occurrence, c'est 1er avril 2017, 31 mars 2018. On est en appel de puissance maximum hebdomadaire. Je parle bien de puissance. On est tous usages, hors carburant, et on est toutes énergies. Pour vous donner un peu l'idée. Qu'est-ce que l'on constate, sachant qu'on a donc là une représentation en couleur qui permet de visualiser les différentes énergies sollicitées. Les différentes nuances de bleu, c'est les différents modes de production d'électricité. Le vert, c'est le gaz naturel. Le marron, c'est le bois. Le gris, c'est le fuel. Vous avez un petit peu de réseau de chaleur. Vous avez un petit peu de propane. Qu'est-ce que l'on constate donc simplement? D'une part, pour arriver à satisfaire l'ensemble des besoins de pointe, on voit bien qu'on sollicite l'ensemble de ces vecteurs énergétiques, qu'on est dans une amplitude, ça permet d'objectiver ce que tout le monde pressent, une amplitude de 1 à 4 entre les besoins d'été et les besoins d'hiver, et que notamment pour assurer ces besoins hivernaux, ces besoins dits de pointe énergétique, eh bien l'électricité finalement, tout mode de production confondu, et là je rappelle qu'on était en 2017-2018, c'était avant les problèmes qu'il vient d'y avoir sur la disponibilité du solaire. Eh bien, dès cette période, l'électricité sous toutes ses formes en période de pointe ne représentait qu'une couverture d'à peine un tiers, de 30% environ, des besoins. Dans le même temps, le gaz permet de couvrir 40% des appels de puissance en hiver, le reste étant le fruit du bois et des réseaux de chaleur. Donc c'est important d'avoir ça en tête quand on parle de l'avenir, savoir de quoi on parle aujourd'hui. Et donc notre conviction, depuis la création de l'association, la transition énergétique ne pourra se faire que par un recours à un mix énergétique pluriel et diversifié, donc avec une véritable complémentarité des énergies, et non pas la recherche d'une énergie miracle qui va faire papa-maman et qui va répondre à tous les enjeux, et que dans cette complémentarité, le gaz, de plus en plus renouvelable, jusqu'à devenir renouvelable à 100% en 2050, a un rôle essentiel à jouer. Voilà, en une phrase, je dirais, résumé, la conviction principale de l'association. Pourquoi, encore une fois, si on rentre un peu plus dans le détail du rôle incontournable du gaz, eh bien, c'est une réponse, vous l'avez bien compris, aux besoins de flexibilité et de stockage du système énergétique, notamment pour couvrir la fluctuation des besoins, on l'a vu précédemment, entre l'été et l'hiver, fluctuation des besoins qui est particulièrement forte dans le bâtiment, où avec le poids des usages thermiques, on a bien une différence très forte de besoins de puissance et de consommation entre l'été et l'hiver, et que à partir du moment où on le voit bien régulièrement, même abstraction faite de ce qui a pu se passer cette année sur le parc nucléaire, mais déjà sur les années précédentes, les difficultés côté vecteur électrique, avec cette nécessité d'adapter en permanence l'électricité à
toutes les qualités, j'en conviens, sauf une principale, c'est qu'elle ne se stocke pas, ce qui pose effectivement un problème. D'où l'importance effectivement de ce stockage. Et je rajoute naturellement là-dessus des infrastructures gazières importantes, amorties financièrement, régulièrement entretenues et qui couvrent environ 23 000 km sur le réseau. Okay. Merci beaucoup. C'était pas la peine que je recommence. Hein, ok. Donc, premier point. Deuxième point, des solutions techniques plus soutenables pour le ménage et la collectivité. Ça veut dire que tout simplement, on a aujourd'hui, notamment au travers des chaudières très haute performance énergétique, des solutions performantes et à des coûts accessibles. Je rappelle accessoirement, sans rentrer dans le détail, qu'aujourd'hui, en termes de coûts d'investissement, il y a une différence d'au moins, je suis gentil, 10 000 € entre un coût d'acquisition d'une chaudière THPE et d'une pompe à chaleur RO. Donc effectivement, on peut le financer par des aides publiques, mais à partir du moment où on annonce la fin progressive du quoi qu'il en coûte, ça finira par avoir une fin. Donc des solutions plus soutenables pour la collectivité, des solutions techniques compatibles avec les gaz renouvelables. Donc ça, c'est également important, puisque j'ai mis l'accent tout à l'heure sur le développement des gaz renouvelables pour le verdissement du gaz à 100%. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'ores et déjà, toutes les chaudières récemment installées ou installées actuellement sont 100% compatibles avec le biométhane, sans aucune transformation, sans aucun coût supplémentaire pour l'utilisateur. Et avec des limites effectivement technico-économiques de l'électrification massive du bâtiment, c'est-à-dire, pour le dire autrement, des pompes à chaleur, il ne faut pas rêver, on ne va pas en mettre partout, que ce soit pour des problèmes de bruit, que ce soit pour des problèmes d'emplacement, que ce soit pour des problèmes de faisabilité, notamment dans le secteur collectif. D'où la nécessité, l'importance d'avoir véritablement un mix, là aussi, de solutions permettant de couvrir l'ensemble des besoins. Une des caractéristiques quand même, notamment, il faut bien savoir, du secteur du bâtiment, vous le savez tous puisque vous êtes des professionnels, c'est notamment dans le domaine de la rénovation, l'extrême variété des situations. Donc ce qui est véritablement important, c'est de pouvoir trouver des solutions performantes et fiables pour chacune des solutions, plutôt que de vouloir imposer une solution type, alors qu'on sait qu'on a différents types de configurations, que ce soit des configurations de logement, de bâtiments, d'ancienneté, de prise de décision, et donc une complexité du secteur extrêmement forte. Ensuite, pour l'association, Conof, notre conviction principale traduite en chantier opérationnel prioritaire, c'est qu'on atteindra la neutralité carbone dans le bâtiment, et le gaz peut contribuer à cette neutralité carbone dans le bâtiment sous 3 conditions, avec la conduite de 3 chantiers simultanés. La diminution drastique, j'insiste bien sur le terme drastique, des consommations, avec des efforts de sobriété, puisqu'on en parle beaucoup actuellement, avec des efforts surtout des travaux d'efficacité énergétique. Je rappelle simplement, accessoirement, rapidement, qu'aujourd'hui, par rapport au parc de chaudières individuelles gaz, seulement 50% à peu près sont des chaudières THPE, c'est-à-dire qu'il y a encore 50% qui sont des chaudières dites standards, haut rendement, peu importe le terme retenu. En tout cas, ce ne sont pas des chaudières très haute performance énergétique, et que le simple remplacement conduit à une économie de 30% de factures, de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, diminution drastique des consommations que nous chiffrons dans un de nos scénarios, dans notre scénario aujourd'hui prioritaire, à 60% pour atteindre, dans le bâtiment, 100 TWh de consommation en 2050, à comparer aux 243 qui sont aujourd'hui consommés. Ces 100 TWh, ils sont verdis à 100%. Donc ça, c'est également un point extrêmement important. Je le développerai un peu plus loin. Et le développement d'un produit également qui s'appelle la PAC hybride, que nous avions déjà, avec la même équipe brillante, présenté l'année dernière à Energy Meeting, qui est la PAC hybride, qui permet, outre un certain nombre de caractéristiques tout à fait intéressantes, notamment de soulager le réseau électrique en période de pointe, puisque lorsqu'il y a fonctionnement avec une PAC hybride et que la température, par exemple la température pour faire simple, baisse, etc., c'est la chaudière, puisqu'on est sur un couplage chaudière-pompe à chaleur, c'est la chaudière qui prend le relais permettant ainsi de soulager le réseau électrique en période délicate. Donc voilà les 3 chantiers qui sont pour nous la clé de voûte de nos actions actuellement et qui contribuent et qui assurent cette transition énergétique et cette neutralité carbone dans le bâtiment. Pour aller un petit peu plus loin, la diminution drastique des consommations, j'ai parlé de sobriété, j'ai parlé d'efficacité énergétique. Mon cher Pascal, je vais quand même te laisser un petit peu parler. Merci Bernard. Oui, bonjour à tous et à tous. Effectivement, on est ravis de vous retrouver sur cette édition 2023. Donc, comme Bernard l'a dit, donc la diminution des consommations, bien sûr,
la meilleure économie, c'est celle de l'énergie qu'on consomme pas, hein, bien évidemment. Donc on l'a vu, hein, il y a eu des diminutions importantes de consommation sur les usages, mais il faut aller plus loin. Donc les chaudières THPE, elles ont vraiment leur rôle, puisque plus de la moitié du parc n'est pas équipé à ce jour de ce typologie de chaudière, ce qui permettrait véritablement de faire tout de suite une économie massive d'usage d'énergie et surtout une diminution aussi de CO2. Et puis pour les logements collectifs, on voit bien qu'on ne pourra pas forcément mettre des packs partout, hein, comme on l'indique souvent. Il y a des contraintes environnement, de bruit, d'emplacement, de place, de coût. Tous ces points-là, on doit en tenir compte. Donc la solution de la chaudière THPE, encore de longs jours de possibilités d'usage dans les bâtiments collectifs. Et puis le côté économique, il est important. Quand vous avez une copropriété qui a investi massivement dans une nouvelle chaufferie, l'idée c'est qu'elles aient la possibilité de l'amortir dans le temps, donc avec la possibilité quand même de l'utiliser pour un certain temps et pas tout mettre à la casse pour mettre un système qui finalement on n'est pas sûr qu'il donnera forcément immédiatement les mêmes rendus, la même satisfaction. Donc c'est important aussi d'en tenir compte. On parle bien de rénovation et pas de bâtiment neuf dans notre présentation là qui est sur vos écrans. Et puis le côté compatible avec le biométhane. En fait aujourd'hui on sait que l'ensemble des systèmes de chaudières à gaz qui sont en parc dans les bâtiments sont compatibles déjà biométhane. Donc ça ne nécessite pas de transformation de la machine, ça ne nécessite pas de coût pour modifier la chaudière, puisqu'elle est tout à fait compatible et adaptable à ces usages. Et ça, peu de maîtres d'ouvrage le savent aujourd'hui. Donc c'est important de tenir compte, puisque on le voit bien qu'il y a une montée massive du taux de pourcentage de méthanisation dans les réseaux gaz, et donc ça ne nécessitera pas de coût pour le maître d'ouvrage de modification de sa chaudière, à part le fait, s'il n'est pas en THPE, plutôt d'investir effectivement dans un système plus performant qui lui permettra de réduire sa facture énergétique. Ok, et j'en profite effectivement pour souligner qu'on parle de la compatibilité gaz vert. L'ensemble de la filière vient de lancer, notamment c'est à l'occasion des derniers salons Interclimat, la mention gaz vert qui permet justement de montrer vis-à-vis notamment des consommateurs finaux la compatibilité de leurs appareils au gaz vert. Donc c'est la petite mention que vous voyez en bas à droite. Justement, puisque je suis sur le gaz vert, quelques précisions sur la stratégie et les ambitions, les objectifs qui sont poursuivis. À terme, c'est d'arriver à 20% de gaz vert en 2030, ce qui représente environ 70 TWh, dont 50 TWh en méthanisation. Le gaz vert, je le rappelle, est produit de différentes manières, méthanisation, pyrogazéification, gazéification hydrothermale. Donc il y a différentes technologies de production de gaz vert. La plus opérationnelle, celle que l'on connaît le plus aujourd'hui, c'est la méthanisation, donc la production de gaz renouvelable à partir de déchets, notamment de déchets agricoles ou des bouts de stations d'épuration. Et d'ores et déjà, aujourd'hui, il faut savoir que nous avons d'ores et déjà plus de 500, je crois de mémoire 519, si je suis un peu précis par rapport à hier, 519 sites d'injection de biométhane dans le réseau GRDF ou GRT Gaz. À cela vient également s'ajouter éventuellement la méthanisation à usage local. Donc c'est ce qui représente d'ores et déjà environ 9 TWh pour cette année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions dans la PPE actuelle un objectif fixé à 2023 de 6 TWh. On est déjà à 9. Ce qui veut dire tout simplement que par rapport à tout le discours que l'on a aujourd'hui sur les énergies renouvelables, la méthanisation est la seule énergie renouvelable qui dépasse ces objectifs dans la PPE actuelle. Là aussi, on ne le dit pas suffisamment. Ce qui est plus important également, c'est pour l'avenir, c'est-à-dire que nous avons également des gisements potentiels suffisants. Donc là, je suis sur l'ensemble des technologies, méthanisation, pyrogazéification, gazéification hydrothermale et même recours à l'hydrogène. Et tout ceci nous conduit à 420 TWh estimés de gisements avérés en 2050, donc tout à fait compatible avec les besoins en gaz estimés, tous secteurs confondus. Tout à l'heure, j'ai parlé des 100 TWh sur le bâtiment. Là, je suis sur l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire je rajoute la mobilité, je rajoute l'industrie, et on arrive à environ 300 TWh, donc tout à fait compatible avec les 420 de gisements potentiels. Donc quand on dit aujourd'hui,
Oui, mais le gaz renouvelable, il n'y en a pas forcément assez, c'est une ressource rare, il faut la consacrer dans les secteurs les plus tendus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On en a effectivement suffisamment, donc avec différentes technologies de production qui sont en développement par rapport à la méthanisation et qui vont contribuer effectivement au verdissement à 100% du gaz pour en faire une ressource véritablement contribuant à la décarbonation du bâtiment. Et je te laisse, mon cher Pascal, faire un petit couplet sur ton produit préféré, qui est la PAC hybride. Sur la PAC hybride, effectivement, bon, en plus, on parle d'une solution technique qui a déjà fait ses preuves, puisque ça fait plus d'une décennie que cette technologie est installée, est appliquée sur le territoire national. Donc c'est un système qui a beaucoup d'avantages. Moi, j'aime toujours dire, on réunit le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on est sûr, pour l'usager d'un système de pompe à chaleur hybride gaz, il aura du chauffage l'hiver, peu importe les températures extérieures. Il aura du confort d'eau chaude à volonté. Et en même temps, il économise de l'énergie. C'est-à-dire que le principe, c'est que c'est du 2 en 1. C'est un petit peu comme la voiture hybride finalement. On a la flexibilité, c'est-à-dire que quand on a des températures, en gros, je vous donne les moyennes, grosso modo, de ce que dans les usages qu'on constate, c'est que jusqu'à 0 degré, finalement, la PAC a fait le job. Donc on utilise une pompe à chaleur de moyenne puissance volontairement, donc souvent qui est plus facile à mettre en place parce que moins importante en taille, moins bruyante également. Donc on a un système assez compact. Et puis c'est couplé avec un module intérieur, comme on peut l'avoir avec une pompe à chaleur tout court, tout élect. Mais là par contre on a un module qui a l'avantage, c'est que s'il fait froid, c'est pas des résistances électriques qui viennent prendre le relais, on va aller chercher un peu de gaz. Donc on a vu jusqu'à 0, je vais être 100% PAC. En dessous 0 jusqu'à -5, on va avoir la PAC et éventuellement un peu de gaz. Et en dessous -5, j'ai ma chaudière THPE qui fait le job. Et là j'ai chaud. Et l'avantage, c'est quel que soit, je dirais, on n'a pas besoin forcément d'aller remplacer les émetteurs, les radiateurs, contrairement avec une PAC tout élec, où souvent on est limité en température d'eau, parce qu'on est plutôt en moyenne température. Si on est haute température, on a des machines assez conséquentes. Là, on a un système qui permet aussi d'avoir un excellent rapport qualité-prix avec l'accompagnement des aides qui sont proposées. C'est une technologie effectivement qui a une vision également européenne, puisque en Italie, il s'est vendu plus de 50 000 packs l'année dernière hybride gaz. Les Pays-Bas l'ont rendu obligatoire à horizon avant 2030, je crois 2026-2027. Ça sera une obligation de basculer de la THPE, parce que là ils sont quasiment en 100% THPE, sur de la PAC hybride. Et puis c'est un système qui est très souple, là où on nous parle beaucoup de pointes électriques effectivement qui sont qu'on peut constater, avec de plus en plus une petite musique quand même de délestage électrique ou d'effacement pendant les périodes hivernales. Et bien là, avec ce système-là, quoi qu'il se passe, on a la souplesse, puisqu'on fonctionne avec les deux énergies, grande souplesse d'utilisation, et aussi, aujourd'hui, on a 10 ans de recul pour dire que les systèmes, les économies annoncées sont véritablement au rendez-vous. Voilà, donc un vrai retour d'expérience de ces systèmes-là, et donc on a aujourd'hui une dizaine de constructeurs européens et français qui fabriquent ce type de technologie. On a des usines qui se développent aussi sur le territoire national pour produire ce type de machines. Donc c'est un système qui est très intéressant et qui va l'être de plus en plus, puisqu'on développe de plus en plus également on forme des installateurs à ce type de technologie pour pouvoir effectivement mettre en œuvre dans les territoires. Voilà, donc on arrive au bout, il va nous rester 10 minutes. Simplement, je conclue en disant ce que l'on attend, vous reteniez effectivement de cette rapide conférence, c'est que, effectivement, tout le monde le sait, le gaz aujourd'hui a un rôle important dans le mix énergétique dans le bâtiment, et qu'il fait sa mue en termes d'énergie, il innove en termes de produits pour avoir un rôle tout aussi essentiel dans les années qui viennent par rapport aux enjeux qui nous attendent. Il nous reste à peu près 10 minutes, si je ne dis pas de bêtises, donc je vous passe la parole pour les éventuelles questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez bien attendre que le micro arrive jusqu'à vous. C'est la consigne qu'on m'a donnée. Bonjour. Du coup, les économies, là, vous avez 10 ans de recul sur la PAC hybride. Et l'économie énergétique, elle est estimée à combien de pourcents par rapport à une installation gaz normale? Je peux donner un exemple concret. Vous prenez un pavillon qui fait 120 mètres carrés habitable.
des années 70, moyennement isolée, avec un coefficient G à peu près d'1,2. Si on met une chaudière THPE et si on met une chaudière hybride gaz, le delta de consommation en sonnant et trébuchant, c'est à peu près 500 € par an. Donc de consommation gaz. Après, il faut le transformer en kilowattheure avec les évolutions des différents prix des énergies. Mais aussi bien, si on fait le cumul énergie-gaz, énergie-élec, on a un delta de consommation. La moyenne, c'est à peu près aux alentours de 500 €. Donc c'est pas négligeable sur une consommation. Sur 10 ans d'usage, ça commence à faire un peu d'argent. Alors, moi, je fais du tertiaire. Donc l'habitat, ça s'applique au tertiaire, la PAC hybride ? Ça c'est une très bonne question par contre, merci de nous la poser. Effectivement, les solutions, alors on est en train d'avoir une proposition aujourd'hui technique qui est en train de se faire. D'ailleurs, il y a des propositions des fabricants qui exposent à ce salon aujourd'hui. C'est qu'on est plus sur un schéma de ce qu'on appelle d'hybridation. Je reprends mon schéma tout à l'heure de la copropriété qui a investi 80, 100 000 € pour faire une chaufferie collective d'un immeuble. Et qui se dit, à un moment donné, je voudrais encore améliorer le rendement de ma chaufferie. Qu'est-ce que je fais finalement ? Alors, on va pas forcément mettre par terre, alors que ce qui a été installé, c'est une chaufferie condensation, THPE, qui a été mise en place. Peut-être d'ailleurs qui a profité de certaines aides pour accompagner ces travaux. Et là, si on veut encore améliorer, on va faire ce qu'on appelle de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on peut venir coupler une pompe à chaleur au système de chaudière avec une régulation qui permet de gérer tout ça. Et aujourd'hui, nos fabricants savent faire. C'est des technologies aujourd'hui que l'on sait faire avec les GTB, GTC et autres, pour ceux qui connaissent un peu ces systèmes-là. Donc, on peut hybrider les systèmes. Et en tertiaire, alors dans le neuf, ça sera un petit peu différent. On sera plutôt sur un concept global hybride. Après, l'histoire pour répondre précisément à votre question après d'économie d'énergie, en fait, on reprend des ratios après en fonction du type de bâtiment, on reprend une note de calcul en fonction des niveaux déperditifs, si c'est un bâtiment en rénovation ou si c'est du neuf, on prend les normes en fait en vigueur de la construction au moment où ça a été fait. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. C'est un peu diffus quand même. Du coup, le tertiaire se fait ou oui, non ? Le tertiaire, oui, la réponse est oui. La réponse est oui, ça peut se faire, mais on voudrait pouvoir le démocratiser parce que cette notion d'hybridation d'un système de chauffage n'est pas forcément quelque chose qui est en réflexe naturel aujourd'hui. Donc on a un travail à faire de communication sur ces solutions. Et pour préciser, parce que votre question effectivement est excellente, c'est vraiment le concept PAC hybride versus hybridation. C'est-à-dire PAC hybride au sens un produit qui intègre une pompe à chaleur et une chaudière THPE, nouveau produit, comme c'est déjà proposé et qu'on peut faire par exemple dans le logement neuf. Par contre, ce qui peut se développer, ce qui existe là aussi depuis longtemps, c'est ce que vient de développer Pascal, c'est vous avez, et ça c'est valable pour le tertiaire, mais aussi pour l'individuel, enfin pour le résidentiel, vous avez une chaudière THPE récente, vous voulez effectivement répondre à un certain nombre d'enjeux sur la partie décarbonation, effectivement, plutôt que de tout envoyer à la casse et de mettre une pompe à chaleur électrique, vous rajoutez une petite pompe à chaleur qui vient apporter ce complément. Et j'en profite pour dire, là je ne rentre pas sur le coût d'exploitation, mais en termes de coût d'investissement, à partir du moment où le coût d'investissement d'une pompe à chaleur, vous le savez bien, est directement proportionnel à sa puissance, là vous avez la possibilité d'installer une pompe à chaleur de petite puissance, donc beaucoup plus intéressante en termes de coût d'investissement. On est à votre disposition si vous souhaitez plus de détails. Le sujet est assez complet. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur le bilan carbone des matériels. Alors, à la fois en rénovation, je comprends bien que c'est assez performant, ce que vous disiez, puisqu'on garde la chaudière, on rajoute une PAC. Mais en neuf, une machine qui est à la fois gaz et PAC, est-ce que du coup, on ne dégrade pas le bilan carbone ? Est-ce qu'une solution autre ne serait pas plus performante de ce côté ? Comme vous le savez, la RE 2020, elle est déjà écrite. Donc après, on a des typologies de produits qui rentrent ou qui ne rentrent pas. Et ça, c'est l'étude qui le dit au moment de la construction pour répondre à ces critères. Là,
la solution que l'on propose, qu'on aimerait d'ailleurs pouvoir appliquer davantage dans le neuf, mais il faut arriver à rentrer dans les seuils. Donc ça, c'est un travail qui est fait en collaboration avec les constructeurs et avec les promoteurs et bien sûr les bureaux d'études, hein, bien évidemment en amont. Mais en rénovation, la solution qu'on propose, c'est surtout une solution là qui est rénovation. Mais il y a une réflexion aussi, bien évidemment, dans le neuf. Tout à fait, ouais. Oui, bonjour. J'ai deux questions. La première, ça concerne à l'horizon 2050. Vous avez montré une puissance maximale hebdomadaire en hiver de l'ordre de, je ne sais plus. Non, ça, le graphe, c'était actuel. Oui, vous avez prolongé. Ah oui, c'est actuel, effectivement, en plein hiver. À l'horizon 2050, on aura bien évidemment sans doute des hivers un peu moins froids, mais sans doute une puissance nécessaire pour assurer le chauffage en hiver. Est-ce que la production de biométhane sera suffisante pour passer ces pics en hiver? Est-ce que le biométhane, la méthanisation à l'heure actuelle, hein, c'est quand même le procédé le plus développé, sera suffisant pour assurer effectivement ses besoins en hiver? Alors effectivement, je suis passé très rapidement là-dessus. J'ai donné des chiffres. D'habitude, on a un tableau, mais compte tenu du temps dont on disposait, je suis passé très vite. Donc effectivement, toutes les études que nous avons menées avec d'autres opérateurs, il n'y a pas que nous, montrent qu'on a des gisements avérés de gaz renouvelable, volontairement gaz renouvelable, toutes techniques confondues, de 420 TWh, c'est-à-dire compatible avec les évolutions que l'on projette des consommations, compte tenu notamment des efforts de sobriété et d'efficacité énergétique sur l'ensemble des secteurs pour 2050. Donc pour répondre à votre question, par exemple, quand nous disons simplement dans le bâtiment que nous visons une consommation de gaz de 100 TWh, résidentiel plus tertiaire, à comparer aux 243 actuels, encore une fois, c'est à moins 60%, par rapport à ça, nous avons par exemple des gisements avérés en matière de méthanisation qui sont plutôt de l'ordre de 135 ou 140. Si vous rajoutez un peu de pyrogazéification, si vous rajoutez un peu de gazéification hydrothermale, voire même d'hydrogène, vous atteignez donc les 420 TWh. Ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est qu'on est aujourd'hui sur une technologie qui est la méthanisation, qui est connue, opérationnelle, en plein développement. Mais on a, que ce soit en termes de pyrogazéification, que ce soit en termes de gazéification hydrothermale, d'ores et déjà des expérimentations, des installations qui sont d'ores et déjà en expérimentation pour faire en sorte qu'à partir de, je dirais, 2030, par exemple, tout à l'heure, quand je disais 20% de gaz renouvelable en 2030, c'est environ 70 TWh. D'ores et déjà, on estime que c'est 70, il y en a environ 50-55 méthanisation et 15-20 qui sont sur gazéification hydrothermale et pyrogazéification. Donc il y avait une diversification des gaz renouvelables. J'ai une deuxième question. Oui. Sur les packs hybrides. Je suis un particulier, j'ai une chaudière, je veux la remplacer. Quel serait l'avantage de remplacer ma chaudière complètement par une pompe à chaleur plutôt que de mettre une pompe à chaleur petite à côté de ma chaudière? Je vous mets en relation avec un installateur qui vous répond tout de suite. Là. En fait, ma question, elle est, on a des maintenances doubles, on a des coûts d'installation qui sont importants, et puis au niveau raccordement, on a le raccordement gaz, on a le raccordement EDF, donc on a quand même des surcoûts sur ces packs hybrides. Quel est l'avantage effectivement de mettre une petite pompe à chaleur par rapport à remplacer ma chaudière par une grosse pompe à chaleur? Alors, j'aime pas parler de petite ou grosse pompe à chaleur, mais plutôt de moyenne puissance, petite puissance ou grosse puissance, et surtout moyenne température, haute température. Qu'on soit bien d'accord, la solution de pack hybride gaz, c'est pas non plus forcément la solution qu'on plug partout. C'est-à-dire qu'on regarde un certain nombre de critères. On va regarder bien sûr le côté des perditifs de la maison. On va regarder aussi la faisabilité technique d'une implantation d'un système. Aujourd'hui, un particulier, quand un installateur va voir le particulier, c'est tout à fait le type de questions qui nous sont posées. Et donc, en général, on fait 3 propositions. On va dire, voilà, si vous mettez une chaudière THPE à la place de votre ancienne chaudière, voilà ce que ça va coûter. Voilà éventuellement les aides que vous avez. Voilà le coût de maintenance. Voilà le coût de consommation. Ça, c'est la solution 1. À l'opposé, on va dire, vous voulez du tout-pack, pourquoi pas? Ça coûte tant. La maintenance, ça coûte tant. La consommation, et on donne ces éléments-là.
Et puis entre les deux, il y a la solution hybride. Et dans beaucoup de cas, la solution hybride est pertinente pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. C'est aussi un problème de régime d'eau. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent, c'est que quand on parle de pompe à chaleur, il y a plusieurs typologies de pompes à chaleur. Donc, il faut choisir les modèles qui correspondent aux besoins. Donc, il y a de multi-critères qui permettent de déterminer si c'est important ou pas. Voilà. Et je crois que le temps est fini pour moi. Mais en tout cas, on reste à votre disposition s'il y a d'autres questions là-dessus. Simplement, retenez, on pourra vous faire passer des éléments qu'on avait présentés l'an dernier. Retenez qu'en termes de coût d'investissement, une petite pompe à chaleur de moindre puissance par rapport à une pompe à du two-pack, c'est substantiel en termes de baisse de baisse de facture, d'investissement. Que deuxième point derrière, effectivement, on avait montré que effectivement, le double abonnement qu'il peut y avoir, etc., il faut bien le calculer, parce qu'un abonnement ELEC pour une PAC 100%, c'est pas le même que pour une petite PAC, etc. Donc, on avait fait toute cette étude montrant que finalement, le delta, y compris en termes de maintenance, parce qu'on peut considérer que les sociétés de services après-vente membres de Cohenov, effectivement, ne comptent pas 2 déplacements quand il s'agit d'entretenir une PAC hybride. Donc, effectivement, il y a une optimisation du coût de maintenance qui permet donc on arrive à des surcoûts véritablement très limités par rapport aux enjeux. Encore une fois, désolé, c'était le schéma. Merci à vous, merci de votre participation.